Juste rappeler, hein. Donc, on va mettre les choses déjà au propre dès le départ. On va mettre les choses au propre pour pas s'embrouiller. Quand je vais développer, il va falloir qu'on soit tranquille au moment de développer, qu'on soit déjà d'accord. Dès le départ, il faut qu'on s'entende sur un certain nombre de choses. Je vais prendre quelques exemples, hein, comme ça. Je vais prendre l'exemple du arabe. Donc, il faut qu'on s'entende sur quoi. C'est sur quoi arabe. C'est quoi arabe. Il va falloir qu'on s'entende dessus. Je rappelle à TikTok, hein, tout simplement, ce n'est pas de l'alcool. Parce qu'avec TikTok, c'est tellement compliqué, très exigeant. Tu bois de l'eau dans la bouteille, dans le verre, il te signale. Dès que tu bois dans la bouteille, c'est un problème encore, c'est plus grave. Donc, on est obligé de boire de l'eau dans les bouteilles plastiques pour que TikTok ne signale pas. Sinon, il bloque le direct. Moi-même, je l'ai appris plutôt récemment. Je tentais de faire un live tranquillement. Je buvais de l'eau dans le verre cassable. TikTok m'a, voilà. C'est là où les internautes m'ont dit, ah mais non, Bertie, ne fais pas ça. Oui, on apprend tous les jours. Bonsoir, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ce live vous plaira, vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales, bienvenue sur la page de Ngombeso Mbungbon, grand notable de Dieu que je suis, porteur propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Voilà, ça fait également partie de mon travail, en dehors de mon livre que vous voyez là, Folie et calvaire des migrants, hein, il y a ça là, qui est également le fruit de mon travail en collaboration, n'est-ce pas, avec une brave Camerounaise qui n'aime pas du tout être citée, ma sœur Francine, brave dame qui est dans la mode, elle est dans l'esthétique, dans le luxe en général. Et voilà, qui a fait ce travail de design et autres pendant que je fais le travail historique. C'est-à-dire que là, vous avez une couronne, un masque, n'est-ce pas, avec une couronne. Là, c'est le masque féminin. J'ai l'autre t-shirt masculin. Et voilà, c'est composé de l'ensemble, n'est-ce pas, des grandes figures féminines. C'est-à-dire que tu auras Hatshepsut, tu auras la reine Kaina, tu auras la reine Poku, tu auras Neanda Nyakasikana, tu auras la reine de l'empire du Mwene Mutapa, celle qui avait mené la guerre, le soulèvement des Zimbabwéens contre les Anglais, qu'on appelle la Chimurenga. Cette brave héroïne de l'histoire de notre continent, elle s'appelait Neanda Nyakasikana. Vous avez la dynastie des Kandas au Soudan, Kandas Amanirenas. Vous aurez encore des grandes dames, hein, vraiment, qui Winnie Mandela. Vous aurez Winnie Mandela, les femmes qui ont marqué véritablement l'histoire du peuple noir. Vous aurez Carlota Lukumi, celle qui a mené la guerre, n'est-ce pas, la révolution à Cuba, n'est-ce pas, pour la libération des femmes noires. Vous aurez Harriet Tubman. En fait, vous aurez vraiment, voilà, c'est l'ensemble de tout ça, les plus grands visages, n'est-ce pas, les figures féminines, les figures masculines du monde noir. Voilà en quoi consistait, n'est-ce pas, mon travail sur ce beau t-shirt, ce beau masque, n'est-ce pas, que vous voyez. Donc, on va donc aborder le sujet du jour. Pour ceux qui sont intéressés par mon bouquin, il est juste là derrière, Folie et calvaire des migrants. Voilà, vous me contactez inbox, peu importe, TikTok ou bien WhatsApp, Facebook, je vais dire, je répondrai. Donc, on va aborder tranquillement la question d'aujourd'hui, qui est la question brûlante, n'est-ce pas, de l'actualité, notamment sur les réseaux sociaux, et notamment TikTok, où on voit d'un côté les Noirs, hommes comme femmes, globalement qui se plaignent
du fait que les Arabes, n'est-ce pas, n'acceptent pas le métissage avec eux. Alors que ces mêmes Arabes se métissent facilement avec les Blancs, ça ne pose pas problème. Mais pourquoi c'est avec eux, les Noirs, que ça pose problème? Nous allons d'abord commencer par placer les choses voilà, dans le contexte ou alors définir un certain nombre voilà, d'éléments ou bien de mots que nous allons agiter lors de ce live. J'aimerais suivre ton direct, mais tu as manqué de respect au Bamoun. La Jet Set Foundation, tu continues à raconter tes bêtises ici, je vais tout simplement te bloquer. Je déteste avoir affaire aux gens qui se comportent comme des sauvages et qui attendent qu'on les respecte. Et vous n'allez pas venir jouer à ça sur ma page en espérant que je sois peut-être dans la compassion ou en espérant que je tombe dans votre piège. J'ai déjà fait des lives ici. J'ai fait des vidéos ici où je m'adresse à tous les peuples du Cameroun. J'ai fait des vidéos, ça fait des années d'ailleurs. Moi, je suis Bamileke, digne fils Bamileke et notable Bamileke. Donc, tu ne viens pas te mettre sur ma page, tu me parles n'importe comment. Soit disant, j'aimerais suivre ton direct, mais tu as manqué de respect au Bamoun. Tu peux le foutre là où je pense. Je fais des vidéos aussi depuis des années. Je m'en prends en premier au Bamileke. Je suis pourtant moi-même Bamileke. J'ai fait des vidéos ici intitulées Les Bamileke, venez ici. Je tape sur eux. On est d'accord? Parce que c'est mon propre peuple. Donc quand je parle des Bamileke, je suis encore plus dur. Et en aucun cas, ça ne peut être considéré comme du tribalisme. Parce que je suis moi-même de là. Donc je tape dans mon propre ventre. Mais quand je parle des autres peuples, je m'abstiens de dire des mots déplacés. Parce que ça peut être tout simplement considéré comme du tribalisme. Donc, moi, j'ai fait des vidéos où j'ai parlé des gens du Nord. J'avais fait des vidéos ici où j'ai parlé, n'est-ce pas, des problématiques qui existent dans le Grand Nord Cameroun, où j'ai expliqué les choses de façon très claire. J'ai évoqué à plusieurs reprises et de façon très claire les luttes hégémoniques, les luttes et les conquêtes, les dominations, n'est-ce pas, islamo-peuls sur les populations kirdi. J'ai expliqué plein de choses. J'ai parlé même d'ailleurs, parlant des nordistes, j'ai dit, mais si vous aviez mis cette force que vous êtes en train de mettre maintenant dans la lutte, mon bix sonore. Oh, mon grand, c'est comment mon grand sonore? Arigui Unjombe. Je suis content de te voir. En disant aux nordistes, si vous aviez mis la même force là en 2018, quand Kamto se battait, on aurait peut-être libéré le Cameroun depuis longtemps. Quand je parle des populations, je parle des anglophones camerounais. Ce qui s'est passé en 2016, on est resté en attendant que les anglophones, allaient faire le miracle. Entre 2018 et 2025, les gens sont restés en se disant, on va voir ce que les Bamileke vont faire. Ce sont eux qui cherchent le problème. À partir de 2025 maintenant, beaucoup de gens disent qu'on compte sur les Babana. Toutes ces choses-là, j'explique ça ici. Je ne vois pas en quoi j'ai manqué de respect à une tribu. Donc ne venez pas jouer à ce jeu-là ici sur ma page. Il faut que tu le comprennes très bien. Voilà. Donc, quand je tape ici sur mes propres frères Bamileke, vous ne venez pas me dire que, oh, voilà. Peut-être pour certains, même ça les arrange. Et même d'ailleurs, très clairement, pour certains, ça les arrange. Voilà. J'ai beaucoup d'amis Bamoun. Beaucoup d'amis Bamoun. Quand je parle, j'ai dit les Bamoun, venez ici. J'ai parlé des Bamoun. Je n'ai pas insulté les Bamoun. J'ai parlé des nordistes, venez ici. Je n'ai pas insulté les nordistes. Quand j'ai expliqué même pour le cas des Bamileke et tout, j'ai dit Bamileke, venez ici. Je fais ça depuis des années. Je n'ai pas insulté quelqu'un. J'ai dit les Douala, venez ici. Je n'ai pas insulté les Douala.
Les Bassa venaient ici. Ça a fait des émules sur la toile. Les gens ont commenté comme ils pouvaient et tout. Je n'ai pas fait ça dans le but d'insulter ou de dénigrer une tribu. Donc tu es le seul qui vient me faire ce genre de remarques que j'ai manqué de respect au Bamoun. Donc, il faut rester loin avec vos histoires. Et vous n'allez pas faire ça me faire changer d'avis. Ou peut-être c'est pas en faisant comme ça que je vais dire ah non, 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 c'était pas mon intention, blablabla. Bla, bla. Donc, je continue ce que je suis en train de dire. Parlant donc des Arabes, il va falloir qu'on s'entende dès le départ parce que je ne veux pas des gens qui viendront m'expliquer que oui, ce ne sont pas des Arabes, ce sont des Berbères. Les Arabes, on parle ici des populations qui habitent, qui occupent l'espace actuel qu'on appelle l'Arabie, qui ont pour langue commune l'arabe, qui ont pour religion commune plus ou moins l'islam. C'est pour ça qu'on parle des populations arabo-musulmanes, mais l'islam est venu après, parce qu'il y a eu des religions avant l'islam. Les mêmes étaient d'ailleurs chrétiens avant de devenir musulmans pour beaucoup. Donc ce n'est pas vrai que les populations arabes de cette partie du monde sont parties directement du paganisme pour l'islam. Non, il y a eu une période où beaucoup étaient chrétiens. D'ailleurs, il existe un sujet très brûlant, un sujet d'ailleurs qui a créé des sérieux problèmes, même d'ailleurs sur le plan diplomatique, entre les États-Unis et les pays comme l'Irak, les pays comme l'Afghanistan. Vous êtes donc sans ignorer que il y a une bonne partie, n'est-ce pas, de la population syrienne qui est chrétienne et qui est donc persécutée parce que chrétienne. Vous avez une bonne partie de la population, n'est-ce pas, syrienne, qui est yézidi, l'ethnie de Bachar al-Assad. Ils ne sont pas véritablement des musulmans, c'est des gens qui ont des cultes et des pratiques qui sont totalement différentes de ce que prône l'islam. Vous êtes bien d'accord, vous êtes sans ignorer que, n'est-ce pas, dans cette partie du monde, il y a un pays qui s'appelle par exemple le Liban. Au Liban, il y a beaucoup de chrétiens libanais, il y a aussi beaucoup de musulmans libanais. Je crois que là-bas, peut-être même c'est du 50-50. Donc, vous avez des chrétiens d'Irak, des chrétiens d'Afghanistan. Et donc, au fil du temps, puisque dans cette partie du monde, c'est l'islam qui s'est finalement imposé et est devenu religion d'État et toute la suite, il y a donc beaucoup qui ont mené des guerres d'occupation, qui ont donc mené des guerres religieuses contre ceux qui n'étaient pas musulmans. Et même d'ailleurs, les premières victimes du terrorisme islamiste, ce sont toujours les mêmes musulmans qui le subissent plus que les autres. Pourquoi? Parce que les multiples luttes qu'il y a eu entre les musulmans, les victimes qui tombent dans les rues, qui meurent et autres sous les balles et tout le reste des égaux, tout ça c'est des musulmans eux-mêmes, c'est entre eux les musulmans. Il ne faut pas oublier que d'un côté, vous avez des musulmans chiites, vous avez d'autres musulmans qui sont des sunnites. Bonsoir Georgette Mendon, brave combattante. Vous avez donc des sunnites et il y a donc des luttes historiques qui existent encore jusqu'à aujourd'hui entre les musulmans chrétiens et d'autres qui sont, je vais dire les musulmans chiites et d'autres qui sont sunnites. Et même d'ailleurs, à l'époque, quand j'étais encore au Maroc, à l'époque, on est quoi? On est en 2012-2013 à l'époque, au plus comment dire ça, quand la guerre était vraiment chaude dans cette partie, Afghanistan, Syrie et Irak, vraiment, voilà. Il y avait beaucoup de gens. Bonsoir, brave combattante Micheline Ewan, Micheline Mich. Alors, il y avait donc beaucoup de gens qui, à l'époque, là, criaient. Il y avait certaines paroles qu'ils prononçaient à la sortie des mosquées quand ils demandaient l'aumône, qui ne plaisaient pas forcément aux autres Marocains, qui sont plutôt à 98% des musulmans sunnites de la Sunna. On parle ici de ceux qui ont suivi le prophète, n'est-ce pas? Différent de ceux qui ont suivi Ali, les chiites, le gendre du prophète. Donc, vous comprenez très bien. Donc, à l'époque là, quand par exemple, les Syriens, surtout c'était les Syriens qui étaient eux des chiites, quand ils prononçaient certaines paroles et autres, n'est-ce pas, ça ne plaisait pas
aux Marocains qui sont majoritairement, n'est-ce pas, des sunnites. L'Afrique est à 99% sunnite. Donc, deux fois, quand ils sortaient des phrases avec leur passeport, Min Souria, Ayam Souria, Ayahuan, Ibadallah, Ibadallah, Ayam Souria, Ayahuan, ils avaient des paroles, des trucs, par exemple, qui étaient strictement interdits et qui étaient très mal vus pour les sunnites. Et il est arrivé qu'il y ait des affrontements, des bagarres, des échauffourées comme ça entre eux, parce que, voilà, il y a certains qui ne supportaient pas un certain nombre de choses. Donc, quand on va parler des Arabes ici, il faut qu'on s'entende très bien que on parle à présent de ceux qui occupent la partie, n'est-ce pas, du nord de l'Afrique, mais qui sont en réalité les populations berbères, issues des métissages, et qui sont des populations berbères plutôt arabisées dans leur culture. Donc, arabisées, islamisées, arabisées. Bien qu'il y ait à côté des berbères qui restent dans leur culture, dans leur tradition. Par exemple, vous avez des Kabyles qui ne sont pas des Arabes et qui ne sont pas forcément des musulmans. Donc, quand on parle de métissage aujourd'hui, arabe et noir, tout le débat que ça crée, je vais parler des Arabes. Mais quand je dis Arabes ici, comprenez par là les Arabo-berbères, même s'il y a aussi une population véritablement arabe dans le nord de l'Afrique, mais elles ne sont pas nombreuses en fait. Vous avez en Algérie, vous avez des Arabes en Algérie, notamment dans la région voilà, de Biskra, le centre vraiment de l'Algérie, où vous avez des Arabes. Le pays où vous avez vraiment beaucoup d'Arabes, c'est en Égypte, où vous aurez beaucoup plus d'Arabes, véritablement des Arabes. C'est le pays arabe d'ailleurs le plus peuplé, le pays africain peuplé, n'est-ce pas, par une majorité d'Arabes, parce que l'Égypte c'est un pays africain. Pays africain veut dire noir. Et quand je vais dire à chaque fois africain, entendez par africain noir. Donc parce que ce n'est pas tous ceux qui vivent en Afrique qui sont des noirs, et c'est pas parce que tous ceux qui vivent sont noirs qui sont forcément voilà qui vivent sur le continent africain. C'est-à-dire que vous aurez des gens qui vivent sur le continent américain, Océanie et autres. Vous avez des descendants de noirs partout dans le monde, mais qui ne sont pas forcément des gens qui ont peut-être la nationalité africaine ou quoi que ce soit, mais ce sont des noirs. Donc à chaque fois que je veux parler de noirs ici, entendez par là africain. Donc, le problème maintenant de métissage se pose. Vous voyez? Donc, je vais parler globalement des Arabes. Parce que quand on fait des tests d'ADN, il y a une très forte ressemblance, il y a des convergences, il y a, n'est-ce pas, une forte similitude entre ceux qui occupent aujourd'hui la partie nord du Maghreb. Je précise même encore nord du Maghreb, pas seulement du Maghreb, mais le nord du Maghreb. Ils ont du sang, ils sont mélangés, n'est-ce pas, ils ont des liens culturels, des liens de sang, avec eux, des Français, avec des Espagnols et des Portugais, plutôt qu'avec des Saoudiens, des Qataris et les autres. Parce que les tests d'ADN, de façon très claire, le démontrent. Ce sont des peuples qu'on appelle les peuples du Poutou de la Méditerranée. Et quand je parle du Maghreb ici, je ne parle pas du Sud, qui, pour la grande, l'écrasante majorité du Sud, est occupé par des populations noires. C'est-à-dire que si vous avez été en Algérie, vous allez dans le sud de l'Algérie, vous voyez des Algériens qui sont noirs comme vous et moi. D'autres même sont beaucoup plus noirs et beaucoup plus foncés que vous et moi dans le sud de l'Algérie. Vous allez dans le sud de l'Égypte, n'est-ce pas? Vous trouvez les mêmes populations qui occupent les parties du Sahara. On appelle ça comme ça le Sahara. Donc ce sont les populations sahraouites. Comme vous allez au Maroc, et c'est le meilleur exemple, le Maroc, vous avez pratiquement à partir de Ouarzazate, de Marrakech et Saouira, et de Bergendous, dans toute la partie sud, vous avez des populations noires marocaines. Vous voyez? Vous allez en Tunisie, à partir de Gabès, en descendant, vous avez beaucoup de noirs tunisiens. C'est pratiquement ça qui est dans la zone du Maghreb. Voilà. Donc maintenant, vous avez ces populations-là, mais vous avez ceux qui sont plus dans la partie nord, qui sont des gens très clairs, avec quelques différences aussi. Moi, quand j'étais au Maroc, par exemple, j'ai vécu longtemps dans la ville de Fès. Les Fessis sont des gens beaucoup plus clairs. C'est-à-dire qu'il y a des endroits comme
À côté, à Ifran, vous avez un endroit à Ifran, vous avez des populations qui sortent de cette zone-là, qui sont vraiment, voilà. Le live que je fais ici est beaucoup plus important, plus intéressant pour moi et pour mes followers qui les regardent. Donc, s'ils sont là, c'est parce que ce que je suis en train de faire les intéresse. Je ne pourrais pas laisser ce que je fais pour aller ailleurs. Ce que je fais ici est bien plus important. Donc, concernant donc la question du métissage, vous comprenez très bien que il y a une population qui subit et il y a une autre population qui est sûre d'elle en fait. Une autre population qui sait ce qu'elle vaut. Les Arabes, pour parler d'eux, savent ce qu'ils valent en fait. Ils savent ce qu'ils veulent. Donc quand tu vois le Marocain, l'Algérien, le Tunisien et tous ces gens qui se plaignent en France ou qui se plaignent je ne sais pas, en France, en Belgique, en Europe en général, mais parlons plus du cas de la France, puisque c'est ça qui fait débat en ce moment. On est bien clair là-dessus que eux, ils ne subissent pas. Ceux qui subissent, ceux qui sont dans une posture victimaire, c'est nous les Noirs. Mais si les Arabes décident de se métisser avec les Blancs plutôt qu'avec les Noirs, mais c'est leur droit. Ils n'ont pas attendu l'arrivée des Africains pour commencer à le faire. J'ai expliqué ici que ce sont des peuples. Il y a même d'ailleurs une organisation qu'on appelle l'organisation des pays du pourtour de la Méditerranée. Ils ont le club, ils appellent ça le club Med là. Quand ils parlent de la Méditerranée, la France est un pays méditerranéen, le Portugal est un pays méditerranéen, l'Espagne est un pays méditerranéen, et tous ces pays-là autour, ils font partie de ce qu'on appelle des pays du pourtour de la Méditerranée. Quand tu vas dans le nord, le nord du Maroc, et donc le plein sud de l'Espagne, que ce soit la région de Algeciras, que ce soit Tarifa et autres, tu ne connais pas la différence qu'il y a entre le marocain et l'espagnol. Tu les confonds complètement. Quand tu vas pareil dans la partie, dans cette partie-là pour me limiter au Maroc, parce que c'est la même chose du côté de la Libye. Il y a les Noirs de l'Italie, d'ailleurs les Noirs du sud de l'Italie, subissent les mêmes discriminations que je vais dire les Blancs, les Italiens du sud de l'Italie, sont confondus aux Arabes. D'ailleurs, ils sont méprisés en Espagne, en Italie. C'est les zones là les plus pauvres d'Italie. Et le nord de l'Italie est beaucoup plus vraiment typiquement européen, contrairement au sud qui a des mentalités un peu plus différentes, beaucoup plus mélangées, métissées avec les pays, avec les mentalités, la culture, la religion et tout ça du pourtour de la Méditerranée. C'est vous donc qui allez vers eux. C'est vous qui allez dans leur religion, ou alors ce sont eux qui se sont imposés chez vous sur le plan religieux. Ceux-là se sont imposés à vous à travers l'islam. Et donc en s'imposant à travers l'islam, ils ont le monopole et le contrôle sur votre mentalité, le contrôle sur vos émotions, le contrôle sur comment dire ça, ils ont le contrôle sur votre psychologie. Ils ont l'ascendant psychologique sur vous. Puisque ce sont leurs ancêtres qui sont venus conquérir les terres. Je parle ici de conquête. Je ne parle pas de simple colonisation. On colonise, après on s'en va. Non, quand on parle de conquête, ça veut dire qu'on éradique les populations autochtones, les populations locales. On s'impose. On impose sa culture, on change les noms des villes, on met son propre nom, on impose sa religion, on impose sa culture, on impose. Donc il y a un ensemble de choses qu'on impose quand on vient dans
l'esprit véritablement de la conquête. Raison pour laquelle on va parler de la conquête, par exemple, dans le Grand Nord Cameroun, l'hégémonie, la conquête et tout ce qu'il y a eu. Ce sont des conquêtes de terre, où on arrache les terres, on prend les parties des terres les plus fertiles, on se positionne auprès des fleuves, dans les régions, les parties les plus accessibles, et on laisse les régions montagneuses, caillouteuses, moins productives, à celui qu'on a dominé. C'est comme ça que ça se passe. Donc ceux qui sont venus avec leur religion qui est l'islam, ceux qui ont occupé le nord de l'Afrique à partir du 7e siècle, se sont imposés. Et en s'imposant, ils ont donc converti les populations locales, ils ont donc imposé l'islam, ils ont imposé la culture arabe, ils ont donc arabisé les populations qui étaient là et qui ont décidé maintenant de jouer le rôle de relais, qui ont maintenant décidé de jouer le rôle de sous-fifre des Arabes au profit des Arabes. C'est ceux-là qu'on appelle donc justement les Noirs, qui sont prêts à liquider, à livrer tous leurs frères qui sont noirs comme eux pour faire plaisir aux Arabes. Voilà comment ça fonctionne. Donc, il y a encore une racaille que je dois bloquer. Voilà. Donc, il y a d'abord cet ascendant psychologique, il y a cette domination par la culture, par la religion, il y a domination culturelle, il y a domination spirituelle, il y a la domination sur plein de choses. C'est-à-dire qu'ils occupent non seulement l'espace, ils imposent leur religion, ils imposent leur culture, ils imposent quelque chose de très important, leur vision du monde en fait. Ils vont inculquer dans leur vision du monde au peuple qu'ils vont coloniser, au peuple qu'ils vont conquérir. C'est ainsi que vous voyez dans les peuples aujourd'hui dans le grand nord de l'Afrique, des gens qui sont, ils sont noirs comme vous et moi, qui sont mauritaniens, tu leur poses la question, ils disent non, il est arabe. Tu poses la question à un Soudanais de Khartoum dans cette partie, il est plus foncé noir, plus noir que toi et moi, il te dit non, lui il est arabe, il n'est pas noir, il n'est pas africain, il est arabe. Et il est convaincu. Et si on n'arrive pas à soulever le véritable problème de fond, qui est un problème non seulement religieux, un problème de conquête, un problème de domination et tout, comme chez nous au Cameroun, on essaie de cacher un peu le problème, le problème tribal. Si on ne peut pas lever le voile sur la question tribale au Cameroun, c'est une perte de temps. Le problème camerounais est tribal. Donc sur le cas du Soudan, le cas par exemple de la Mauritanie, sur le cas de ces pays-là, si on ne peut pas soulever la question tribale, parlons plus globalement dans le nord de l'Afrique, la question raciale, pardon, du racisme, dans la partie du nord de l'Afrique, c'est que c'est une perte de temps. Donc après les conquêtes, on s'impose aux populations locales. On repousse progressivement les Noirs vers le sud. Et c'est donc pour ça que quand vous allez dans tous ces pays, vous voyez, plus vers le sud, vous avez des populations noires qui vivent sur des terres mais sans être propriétaires terriens parce que la quasi-totalité des terres appartiennent à ceux qui sont dans le nord et qui ont des titres fonciers dans le sud. Eux sont plus clairs de peau, donc considérés comme blancs, tout ce que vous voulez. Donc il y a ce racisme là-bas systémique. Historiquement, ce sont des zones où il y a eu beaucoup d'esclavage, il y a eu la domination des Noirs à travers tout ce que je viens d'expliquer. Donc, logiquement, vous avez donc des Noirs lobotomisés, vous avez des Noirs qui naissent avec ce complexe d'infériorité face aux Arabes, qui fait que quand ils se trouvent même face à eux, ils sont déjà diminués. Pourquoi? Parce que quand on t'a colonisé, quand on a conquis tes terres, on a réduit tes ancêtres à l'esclavage, on a imposé une religion, on a imposé une culture, on a imposé une vision du monde. Tu as finalement, en tant que
coloniser, intérioriser le fait que tu es un converti et donc tu suis les pas d'un peuple qui s'est imposé à toi. Et donc ce peuple-là avait un prophète, ce peuple-là a une religion, ce peuple a une culture, et donc tu t'identifies à cette religion, à cette culture. Ça veut dire que tu es en train de te soumettre. Donc, même le noirabe, même si tu le mets dans une position où il doit être capable de livrer l'arabe en face, il voit d'abord l'arabe comme le représentant de Dieu sur terre. Il conçoit l'arabe comme le représentant, le descendant du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? C'est comme ça qu'ils conçoivent la chose, parce que le degré de conditionnement psychique est tellement fort que on considère l'autre finalement comme son Dieu, comme son maître, si vous voulez. Résultat, tu as le noirabe, par exemple, au Maghreb, qui est prêt à te livrer. Toi, Congolais, Centrafricain, Tchadien, Camerounais, Ivoirien, tout ça, ils n'en ont rien à foutre. C'est-à-dire que il est très normal que tu sois au Maroc, tu sois dans un problème, tu es en train de fuir, parce que tu fuis peut-être la lapidation. Ne fais pas l'erreur d'aller tomber dans les mains d'un noir marocain. C'est lui, il est même encore 100 fois plus méchant que l'arabe. Parce que justement, le fait que tu sois là, lui rappelle sa condition d'esclave. Le fait qu'il te voit, lui rappelle qu'il est pauvre, qu'il est des vôtres. Et donc les Arabes, souvent pour les insulter, lui rappellent que, ah, voilà tes frères africains. Donc lui-même qui est né, grandi au Maroc depuis des générations, né, grandi en Algérie. Ses ancêtres résident là-bas depuis des siècles et des siècles. Ça ne change rien sur sa condition. Et ça fait que lui, il est identifié comme étant un Africain, même s'il y a une différence dans le traitement. Quand c'est l'arabe qui est en face, il sait qu'il y a une différence entre toi, le Congolais, et lui qui est peut-être noir marocain. Il y a une différence. Mais sauf que quand ils sont maintenant entre eux, le traitement, ça va changer. Et donc, je vous rappelle ça, et tous les aventuriers vont vous dire ça. À l'époque, quand nous on fuyait ce qu'on appelle le boumla, c'est-à-dire que quand les Arabes tombent derrière vous, ils commencent à vous poursuivre. Ce qu'on évite, c'est de tomber sur le noir arabe. Le noir arabe, il est plus dangereux que l'arabe. C'est-à-dire que même quand tu vas à la barrière, tu veux tenter la traversée, tu pries seulement que je vais tomber sur l'arabe blanc, donc l'arabe, plutôt que de tomber sur le noir arabe. Parce que ce que nous on appelle le black nkassa, le noir arabe, si tu tombes sur lui, tu es mort. Quand il te tape, il te bat comme un serpent, c'est-à-dire qu'il ne prend pas le temps de protéger l'endroit où il y a la tête, il ne sait pas que ici c'est les pieds et tout, il tape comme si c'était le serpent. Il est 100 fois plus méchant et donc étant déjà conditionné, il a envie de montrer à son maître arabe que je suis plus méchant. Eh bien, tu vois, regarde comme je suis plus méchant, encore plus méchant avec mes propres frères. Une façon de se démarquer pour dire je ne suis pas des leurs, je ne leur ressemble pas, je ne suis pas comme eux. Donc, il ne faut pas m'identifier à ceux-là qui ne sont pas comme moi. Parce que moi, je suis un arabe. Je me considère comme arabe, je suis arabe. Il est même d'ailleurs convaincu qu'il est arabe. Différent de moi qui suis congolais, camerounais, je ne sais pas, centrafricain, ivoirien et autres. Donc c'est un sujet qui est très intéressant, c'est un sujet qui est très profond pour comprendre la question du racisme au Maghreb. Il y a un ouvrage très intéressant sur le racisme au Maghreb du professeur Trabelsi, enseignant, c'est un noir, hein, vraiment un noir, c'est un noir tunisien Trabelsi, de l'université de Lyon. Il est enseignant d'université là-bas, je ne sais plus s'il est encore enseignant, mais il était enseignant là-bas à l'université à l'époque. Il y a un ouvrage très intéressant là-dessus. Donc, quand vous vivez là-bas, ce racisme-là au quotidien, vous le voyez. Moi, j'avais par exemple un ami marocain, tout noir, quand je parlais avec lui, à chaque fois, il me rappelait, mais vous les Africains, je lui disais, mais toi aussi tu es Africain. Il dit, mais non, je suis arabe. Pourquoi tu me parles d'Afrique? Je ne suis pas comme toi. Je ne suis pas africain, je suis marocain. Je dis, mais
géographiquement, le Maroc est situé en Afrique. Mais toi et moi, regarde la peau. Il dit non, c'est pas. Il dit là, maché kif kif, maché halp halp. Il essayait un peu le français. Il était en licence, voilà. Il était en licence à l'époque. Donc, quand tu vois la marginalisation, la discrimination qu'il y a au Maghreb, tu vois tout ça, c'est frappant en fait. Ça tape à l'œil. C'est très visible quand tu arrives dans cette partie. Tu vois comment ils sont traités. Il y avait un dans mon quartier jusqu'à ce que je parte du Maroc. Il m'a jamais regardé comme ça dans les yeux, lui et sa femme et ses enfants. Lui, il est noir. Donc, lui, il a réussi. Il est noir marocain. Il a réussi sa vie parce qu'il a pu se marier avec une blanche marocaine. Donc, lui, il me regarde comme une merde, en fait, parce qu'il s'est dit, ceux-ci, c'est les gens qui viennent nous souiller. On n'est pas comme eux. Nous, on est des noirs, on est des arabes. Nous, on est marocains, on est des arabes. On n'est pas comme eux qui viennent des pays pauvres d'Afrique. Il y en a qui posaient souvent des questions qui sont quand même curieuses. Est-ce qu'en Afrique, chez vous là-bas, vous avez à manger? En Afrique, est-ce que vous avez des voitures? En Afrique, vous faites comment? Vous avez des dents blanches, vous avez de très belles dents alors que vous êtes des pauvres. On ne comprend pas. Vous êtes comment en Afrique? Vous faites beaucoup d'enfants. Ils ont des trucs, des remarques tellement, voilà. C'est la marginalisation, c'est des stéréotypes. Il y a l'ensemble de tout ça au final. Donc, si je viens donc à la question du métissage, c'est quelque chose qui est très mal vécu par les Arabes. Et si les Arabes ne veulent pas se métisser avec les Noirs, mais c'est leur problème. Ils ont le droit de ne pas se métisser avec les Noirs. Pourquoi ça pose problème aux Noirs? Alors que sur le même moment, ça ne pose aucun problème à l'Arabe. Parce que l'Arabe est confiant, il a conscience d'être descendant d'une grande civilisation. Il est conscient que ses ancêtres, même les plus lointains, ont apporté à l'humanité. Il est conscient qu'il est descendant d'une civilisation qui a rayonné à une certaine époque de l'histoire. Il est conscient qu'il est descendant de la grandeur. Contrairement à l'Africain, qui n'a pas encore fait ce travail, qui ne sait pas qu'il est descendant des premiers êtres sur Terre, des premiers hommes sur Terre. Si l'Africain n'a pas appris à s'aimer, à s'accepter, à se valoriser, à s'aimer tel qu'il est, à reconnaître la place importante qu'il a dans l'histoire de l'humanité, à valoriser, à reconnaître sa contribution dans l'essor même de l'humanité. Si l'Africain lui-même n'est pas conscient qu'il est descendant de ceux qui ont civilisé l'humanité entière, quand on parle de l'Afrique en tant que berceau de l'humanité et de toutes les civilisations. Ça dit qu'avant de se repartir dans d'autres endroits de ce monde, la civilisation est partie de l'Afrique, l'humanité est partie de l'Afrique, tout le reste est parti de l'Afrique. Et l'Afrique a une contribution majeure dans l'essor actuel du monde. Que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan culturel, que ce soit sur le plan scientifique, que ce soit sur le plan religieux. Pratiquement sur tous les plans, les aînés de l'humanité sont des êtres, ce sont des Noirs. Raison pour laquelle il faut apprendre à se connaître en tant qu'Africain. Il faut apprendre ces humanités classiques. Il faut connaître le rôle que ses ancêtres ont joué dans l'histoire de l'humanité. Quand tu sais que tu es descendant de ceux qui se sont battus n'est-ce pas, pour la liberté, tu es descendant de ceux-là qui ont créé les premières universités. Bonsoir, brave combattant Kamel Kodia. Quand tu as conscience d'être descendant de ceux qui ont bâti les civilisations les plus brillantes de l'histoire de l'humanité, quand tu es descendant de ceux qui ont bâti la civilisation ancienne égypto-nubienne, quand tu sais que tu es descendant
de grands rois et de grandes reines. Qu'est-ce que tu as à aller commander le métissage avec les Arabes? Ou aller commander le métissage avec des Blancs ou je ne sais quelle autre race sur terre? Quand tu as appris tes humanités classiques, quand tu as appris et tu es allé au plus profond de toi découvrir qui tu es, quand tu as appris à te regarder dans le miroir et te dire, mais oui, mais je suis beau. Quand tu as appris à te regarder dans le miroir, ou alors quand tu regardes une femme noire passer, tu te dis, mais qu'est-ce que mes sœurs sont belles. Quand tu as appris à t'aimer, tu te fais confiance, tu ne commandes pas le métissage. Quand tu as grandi dans un environnement où autour de toi, il y avait des femmes noires, l'idéal de la beauté est la beauté noire. Et les seuls dans le monde qui sont les seuls inconscients sur cette terre, qui ont finalement fini par fabriquer une image de la femme. Forcément, celle qui est belle, il y a beaucoup de cases finalement dans lesquelles on met des gens, avec notamment les industries de la mode. La belle femme forcément doit être mince, alors que nous les Africains, nous on aime des femmes avec des très belles rondeurs. Ça ne nous pose aucun problème. Tout au contraire, on adore des femmes avec des très belles rondeurs, les femmes généreuses. L'Africain adore ce style de femme. Contrairement, par exemple, aux Occidentaux qui ont des canons de beauté qu'ils ont fini par imposer aux gens. La belle femme doit être blonde, elle doit être blonde, les yeux bleus, elle doit être mince, elle doit aussi être sexy, blablabla, et tout ce qu'on raconte. Ceux qui sont donc les seuls à avoir accepté que dans leur pays respectif, qu'on fasse matin, midi et soir la promotion d'autres beautés, d'autres canons de beauté, qu'on fasse la promotion de la femme occidentale comme étant la plus belle. Quand tu as des émissions, on appelait ça encore comment, c'est Terra Nostra. Il y avait tellement d'émissions qui viennent du Mexique, du Brésil. Il y avait Marima et Sergio. Les mamies brûlaient même à l'époque au pays, c'était terrible. Il y a une époque où c'était, mais quand on disait Marima et Sergio, mettez les titres de ces séries, de trucs des Mexicains et toutes ces conneries-là où les gens ont grandi en s'imaginant que la plus belle femme, forcément, elle est occidentale. La plus belle femme, elle est latino. La plus belle femme, elle est même indienne parce que plus petit, on regardait tellement les films des Indiens, des films avec des très très belles femmes indiennes. Quand tu grandis dans un environnement comme celui-là, tu finis par te déconnecter. Tu finis par ne plus voir les choses de la même façon. Parce que tu regardes la télé, tu vois les femmes d'ailleurs qui sont tellement belles que tu finis par oublier que tes soeurs sont aussi belles, sinon même peut-être plus belles. C'est récemment qu'on a commencé à mettre vraiment à la télé de plus en plus maintenant des films où on valorise la beauté noire. Et même quand on dit même valoriser cette beauté noire, c'est toujours avec des canons occidentaux. C'est un peu comme si on regarde la beauté de la femme africaine, mais avec les lunettes d'un occidental. Ou quand on te montre la belle femme africaine, du moins ce qu'elle est censée être, ce qui est censé être vraiment la belle femme africaine, on te montre toujours une femme avec des cheveux de cadavres indiens et de brésiliens sur la tête, avec des fonds de teint, avec voilà, des traits un peu fins, voilà, toujours mince, alors que l'Africain dans la vie de tous les jours n'est pas forcément quelqu'un qui a une grosse attirance pour les femmes très minces. Quand tu marches dans les rues en Afrique, les femmes qui attirent vraiment l'attention, les femmes que tu vas voir passer dans une rue en Afrique, tu vas voir les hommes africains vont se retourner comme ça pour la regarder. C'est des femmes qui ont des formes. Une femme qui est mince, totalement mince, qui n'a pas de fesses, qui n'a pas de seins, c'est pas une femme qui attire forcément l'Africain. On est tous nés, on a grandi en Afrique. Quand on voit la belle femme, on dit merde, elle est chargée. Hein. C'est des mots comme ça chez nous. Waouh, l'Angala, elle a les formes. C'est comme ça l'Africain. C'est comme ça que lui, il voit la femme, la belle femme africaine. C'est pour ça que c'est une maladie. C'est pour ça que quand on a les dirigeants les plus irresponsables, ça donne ce qu'on voit sur le continent africain aujourd'hui.
des gens qui ne se valorisent pas, les gens qui ne font pas la promotion de leur héritage ancestral. Ça donne donc des générations d'enfants déséquilibrés qui naissent avec, qui grandissent dans un environnement avec beaucoup de complexes. Au final, toi qui passes ton temps à regarder les telenovelas du Mexique, de France, de je ne sais où, hein, tu grandis avec dans ta tête l'idéal de la beauté qui est plutôt une beauté blanche. Pire, vous avez les enfants dont noirs nés grandis en France, dans les cités françaises pour rester en France. Et heureusement ou malheureusement pour certains, il y a quand même cette possibilité en France parce que les femmes françaises, n'est-ce pas, se mettent beaucoup en couple avec des noirs. Les femmes arabes de France, de plus en plus ces dernières années-ci, se mettent en couple avec des noirs et font des enfants. Ce n'est pas le cas dans d'autres parties du pays. Tu peux marcher en Italie pendant des heures et des heures, tu ne vois pas un seul métis entre un blanc italien ou une blanche italienne et un noir ou une noire. C'est-à-dire qu'il y a pourtant une forte population noire qui vit, qui est installée en Italie depuis des décennies et des décennies. Mais vous allez voir très peu de métissage entre les Italiens et les Noirs. Vous allez voir très peu de métissage entre les Espagnols et les Noirs, par exemple. Mais il y a en France beaucoup plus de métissage entre les Noirs et les Françaises. Beaucoup plus. Françaises et Français. Ce qui n'est pas le cas ailleurs. Donc finalement, ceux-là même qui ne protègent pas leurs descendants, qui ne donnent pas confiance à leurs propres enfants, les seuls dirigeants les plus irresponsables sur la planète Terre, capables de faire ce genre de choses, ce sont nos dirigeants. C'est-à-dire qu'on ouvre la boîte la porte, n'est-ce pas, à toutes les influences extérieures, où on a des films où la femme qui est civilisée, qui a fait de bonnes études, qui vit à Lagos, ou bien qui vit à Yaoundé, ou qui vit à Abidjan, ou qui vit à Cape Town, c'est la femme africaine qui s'exprime très bien en anglais ou en français, qui a des cheveux de cadavre indien et brésilien, qui est claire de peau, qui met des fonds de teint, qui s'exprime bien, qui a fait des études, et vit dans des grandes villes. Quand vous regardez même dans ces films-là, celle qui joue le rôle de la villageoise, c'est la femme africaine qui est très noire, de peau très foncée, qui est sale, qui a des cheveux naturels en désordre et tout, encore attachés avec du fil noir. C'est celle qui s'exprime très mal comme une villageoise. Voilà, ce sont ces stéréotypes-là au fur et à mesure. On les a intégrés, on a imposé ça à travers les télénovelas et autres. La femme africaine n'est pas belle. Résultat, quand tu as maintenant une autre influence maintenant sur le plan religieux, là c'est encore plus compliqué parce que tu lis le Coran où on te parle de l'homme le plus beau sur la terre. C'est le prophète Mohammed. L'homme le plus beau sur la terre tel qu'on décrit dans le Coran. C'est l'un des disciples, je crois, qui s'appelle Youssouf. Vous imaginez les dégâts que ça fait dans la tête d'une jeune femme noire africaine qui, elle, depuis le bas âge, est convertie à l'islam. Et quand elle lit ça dès le bas âge, on lui parle d'un homme tellement beau qui s'appelle Youssouf. Un homme tellement beau qui s'appelle le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Elle grandit avec ça. C'est-à-dire que dans l'école coranique, elle le répète, elle le lit. Et donc, l'idéal de la beauté n'est pas l'homme noir, son frère qui est à la maison, son voisin ou bien celui avec qui elle est sur le banc à l'école. Non. L'idéal de la beauté est arabe. L'homme pour elle qui semble être l'homme le plus beau, le plus éduqué, celui avec qui elle a en commun, n'est-ce pas, elle partage la même religion, c'est l'homme arabe. Donc il y a finalement l'image de cet arabe-là qu'on idéalise, on grandit avec. Et la conscience même historique, elle est orientée, elle est finalement déplacée vers l'Arabie. On conçoit l'arabe comme étant un homme, on l'imagine parfait, tellement beau qu'il n'a pas de défaut,
C'est un homme pieux, c'est un homme croyant. C'est le vrai homme finalement. Vous avez donc une bonne masse de femmes africaines, noires, des femmes africaines, je vais dire musulmanes, qui ont pour idéal l'homme arabe. Sauf que maintenant, en retour, ce n'est pas réciproque maintenant. Un arabe digne de ce nom ne se voit pas avec une femme noire. Donc imaginez un seul instant si les arabes avaient une attirance pour les femmes noires. Je vous jure qu'une femme noire ne se mettrait pas en couple avec nous. Une femme noire, surtout influencée par l'islam, ne se mettrait pas en couple avec nous autres. Ce n'est pas possible. Mais résultat, comme les Arabes déjà n'en veulent pas, elles sont avec nous parce qu'elles n'ont pas trop le choix aussi. Tu prends le cas des hommes aussi, c'est pareil. Regardez de plus en plus dans les cités en France ici, et c'est ce qui fait débat en ce moment. C'est des mariages entre les femmes maghrébines là et les hommes noirs, la plupart du temps. Mais vous allez voir rarement un homme arabe avec une femme noire. Vous allez toujours voir les hommes noirs avec des femmes arabes. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Et donc, ça crée des tensions, ça crée même des bagarres. Je vous dis, il y a des bagarres générales ici dans les quartiers, dans les cités. Parce qu'il y a des Arabes, par exemple, ils ne supportent pas. Merde, qu'est-ce que ma soeur fait avec ce kahlouche, ce nègre, Asie ou bien Soudani? C'est comme ça qu'ils nous appellent. Mais pour lui, ne conçoit pas, mais alors, avec tous les Arabes qu'il y a sur cette terre, mais qu'est-ce que tu vas aller te métisser avec un black? Pour eux, ça ne fonctionne pas. Mais c'est des gens qui s'aiment d'abord eux-mêmes. Ils aiment qui ils sont. Ils se préfèrent. Ils sont fiers de qui ils sont. Ils sont fiers de leur histoire. Ils sont fiers de leur religion. Ils sont fiers de leur culture. Ils ont cette fierté d'appartenir à cette communauté. Ce qui n'est pas notre cas. Ce qui n'est pas le cas des Noirs. Si les Arabes avaient ouvert la porte au métissage et au feu vert, en disant aux Noirs, faites de nos sœurs ce que vous voulez. Je vous rappelle que même dans le Beaux-Arts, vous voyez, je vous prends des exemples. Au Maghreb, par exemple, une belle femme marocaine, une belle femme algérienne, une belle femme tunisienne, je ne sais pas prénom, mais qui est jeune, qui est belle, qui a fait des études. Mais à aucun moment, ses parents ne l'imaginent en couple avec un noir. Quand je parle de noir ici, comprenez très bien, je ne parle pas de noir maghrébin qui subit le même racisme. Mais nous, ça c'est encore pire. Nous qui sommes Congolais, Centrafricains et autres, comme je disais, Ivoiriens et autres là. C'est-à-dire les populations bantoues, les populations négroïdes si vous voulez. On subit encore plus doublement ce racisme-là. Mais je rappelle que ce n'est pas facile même pour les Noirs-Arabes, les Noirs ou les Sahraouites qui sont Marocains, Tunisiens ou Algériens. Même pour eux, ce n'est pas facile parce qu'ils subissent ce racisme-là au quotidien. Regardez ce que il y a le gardien tunisien, il y a un noir gardien de Tunisie à la Coupe d'Afrique 2004 en Tunisie, qui avait fait une faute de main. Ce gardien-là s'appelle comment? J'ai oublié son nom. Il avait fait une faute de main en finale et la Tunisie a marqué un seul but. D'ailleurs, c'était l'unique but de cette finale en 2004 quand la Tunisie a remporté la CAN. C'est un noir marocain, mais il a subi un racisme comme pas possible. Il y a, je vais prendre qui d'autre, quand vous voyez les Raïs Mbolhi, les Arabes ils appellent Mbolhi, mais c'est Raïs Mboli.
Le gardien algérien, le noir algérien, le géant là, il est né et grandi ici en France. Sa mère est congolaise, c'est son père qui est algérien, je crois. Oui. De toute façon, il a le métissage au Congo et à l'Algérie. Et c'est des noirs. Vous voyez? Il n'a pas toujours eu la considération. Il n'a pas toujours eu, voilà, ce respect. Il y a tellement de racisme dans cette partie. Souvenez-vous du joueur algérien qu'on appelle celui qui a été Ballon d'Or, l'ancien joueur de Manchester City, Mahrez. Mahrez, sa sœur s'est mariée à un noir algérien, un noir, je crois, marocain, non, un noir algérien, je crois. Mais il a subi des insultes, vous n'avez même pas idée. Il a été tellement insulté sur la toile. En disant, mais attendez, avec tout l'argent que vous avez et toute cette richesse, comment une de nos sœurs, la sœur de Mahrez, est allée sortir avec un noir? Et pourtant, ce n'est pas un noir congolais, centrafricain, non. Il est noir maghrébin, il est algérien comme eux. Des insultes ont fusé dans tous les sens. Il y a eu des miss parfois métissées ou bien des miss noires, des choses comme ça dans cette partie-là au Maghreb et tout. Mais c'est des insultes, vous n'avez même pas idée. C'est du racisme à outrance. Des insultes et tout ce que vous pouvez imaginer. Parce que elle est noire. Ou parce qu'il est noir. Tout simplement. Et donc, vous voyez que dans ce tapoter, n'oubliez pas d'envoyer les likes et les cœurs et partager pour ceux que ça intéresse. Moi, j'ai voulu aborder cette question-là, voilà, de façon très posée dans mon canapé. Aujourd'hui, je ne parle pas de politique du Cameroun ou de quoi que ce soit. On reste sur le sujet, concentré. Donc, vous voyez qu'à la fin, nous sommes en position de victime. On commande, on supplie. On se met en couple avec des gens qui ne nous acceptent pas, mais on force. C'est-à-dire que je mets ma vie en danger en sortant avec une femme arabe dont les frères n'acceptent pas l'union, dont la famille n'accepte pas l'union. Et je suis combattu tous les jours. Je ne peux pas aller chez eux m'asseoir sur la table avec eux. Je ne peux pas aller partager un repas avec eux dans leur maison. Quand ils organisent leur anniversaire, ils ne m'invitent pas. On ne fait pas des sorties publiques ensemble et tout ça. On ne peut pas faire des activités ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que ils se disent, non, mais c'est un noir, on ne veut pas de noir dans notre famille, on ne veut pas de métissage dans notre famille. Donc, pour quelqu'un comme moi, j'ai vécu 3 ans au Maghreb, je connais ces réalités. Si au Maghreb, ils avaient ouvert la porte en disant, prenez nos femmes, faites d'elles ce que vous voulez, mariez-vous, faites vos enfants, vivez en paix, personne ne vous embête. Je vous jure que même ceux que vous voyez du Boza qui sont arrivés ici en Europe, beaucoup seraient restés au Maghreb. Parce que, mais la femme maghrébine, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, elle est inaccessible. Elles sont inaccessibles. C'est-à-dire quand tu te retrouves même dans des espaces où tu es avec elles, tu n'es pas très sûr. Tu te retrouves dans des espaces où quand tu marches même avec elles, tu encaisses des insultes. Il y a des gens qui te voient avec une maghrébine et qui n'a aucun lien avec elle et qui demande à la maghrébine, allez, retourne à la maison. Qu'est-ce que tu fais avec un noir? Tu prends le bus, tu t'assois dans le bus, vos numéros, en venant acheter ton ticket, bah, tu ne te doutes pas que non, celui qui a acheté ou celle qui a acheté le ticket bien avant, c'est une femme marocaine ou bien algérienne ou tunisienne, je ne sais plus, une arabe. Mais quand tu vois, tu t'assois dans le bus, la dame est assise auprès de toi, ou du moins quand la femme est assise, toi tu entres, tu veux t'asseoir. Il y a un homme qui se lève quelque part dans le bus, qui vient s'asseoir à côté d'elle pour te chasser. Toi, va au fond de l'autre côté t'asseoir. Tu ne dois pas t'asseoir là.
Il y a une bonne partie de ce que je suis en train de dire là, hein, qui est raconté ici dans mon livre Folie et calvaire des migrants, quand je parle ici de mon expérience dans le Maghreb. Elle te dit non, il vient s'assoit et te dit non, tu ne peux pas t'asseoir auprès de ma soeur. Elle est voilée, c'est une femme arabe, elle ne va pas s'asseoir à côté d'un noir, des choses comme ça. Mais oui, parce que l'arabe là ne comprend pas pourquoi elle se retrouve à marcher avec toi. Oui, Silvio Darus ou Darvis, je ne sais plus. Oui, je suis un Bosaïeur. J'ai écrit un livre sur mon parcours et celui de mes camarades. Donc pour quelqu'un qui a cette expérience-là du Maghreb, pour quelqu'un qui a en plus encore cette double expérience, étant sur place ici en France et vivant dans des cités avec voilà, des Noirs et des Arabes, où j'ai vu des couples se former devant moi ici, des jeunes des quartiers, ils vont à l'école ensemble, ils sont nés, ils ont grandi ensemble ici, dans les mêmes quartiers. Parfois, certains sont de la même religion, donc voilà. Kimia K, le livre, je le vends moi-même, bah, si tu es intéressé, tout simplement. Tu me contactes ici sur TikTok ou sur Facebook, Bertie le Kamit, tout simplement. Je te l'envoie par la poste. Au bout de 3 jours, tu l'as. Je t'envoie un moyen de paiement. Ça peut être Paylib, comme ça peut être PayPal. Tu me donnes une adresse de ton choix, je te l'envoie par la poste. C'est ce que je fais depuis 5 ans, depuis que le livre est paru. Et tous les clients jusqu'ici sont satisfaits, ont été tous satisfaits. Ça fonctionne très bien comme ça. Donc, non, c'est pas une question de complexe. Il faut sortir de ces faux débats que l'homme arabe face à un noir a un complexe d'infériorité. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le complexe d'infériorité, c'est à quel niveau? Puisque l'arabe sait qu'il te dépasse. Le complexe est un ensemble de choses. Hein. L'arabe sait qu'il te dépasse. Il sait qu'il est supérieur à toi. Il sait que dans ça, il sait que lui, il est blanc. Donc, du fait qu'il soit blanc et toi, tu sois noir, il sait qu'il te dépasse déjà. Leurs pays sont plus riches que les nôtres. Donc, même sur le plan infrastructurel, en termes de niveau de vie, accès aux soins, accès à l'eau, l'électricité, accès à tout ça, ils ont des pays plus développés que les nôtres. C'est nous qui sommes clochards dans leur pays. C'est nous qui sommes mendiants dans leur rue. C'est nous qui traversons chez eux pour aller en Europe. C'est nous qui sommes nombreux chez eux. C'est nous qui sommes dans les rues au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye. On se fait esclavagiser. C'est nous qui venons dans leur religion. C'est nous qui courons après leurs femmes. Même si leurs femmes, pour certaines, peuvent être attirées par des noirs, elle sait qu'elle s'en va dans une relation qui n'est pas avantageuse pour elle parce que l'homme noir est considéré comme inférieur. Si elle est avec un arabe ou elle est avec un blanc, on sait qu'elle a évolué, elle a fait un pas vers l'avant. Mais si elle va avec un noir, elle est insultée. Pourquoi? Parce qu'on lui dit, mais tu as baissé ton standard. Parce que l'homme noir n'est pas sorti avec un homme noir, n'est pas une réussite. Ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait vanter en disant, oui, mon gars, il est noir. Non. Le complexe peut être maintenant à un seul niveau où ils se disent peut-être, bon, le noir, c'est beaucoup plus viril, c'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus résistant, c'est beaucoup plus costaud. Il y a ce truc-là que je sais que les autres hommes, qu'ils soient jaunes, blancs ou arabes ou je ne sais pas trop quoi, ça c'est quelque chose qu'ils envient chez les noirs, même s'ils le disent, qu'ils ne le disent pas. Il y a par exemple la taille du phallus. La taille du phallus, ça compte. Ils savent que bon, un mec black, c'est forcément un mec qui a un gros truc en bas. Peut-être eux, ils se disent, bon, nous, on a des petits trucs en bas. Bon, les blacks là, c'est des gars qui ont des très gros trucs, ils ont des grosses machines en bas. Donc, attention, si ta soeur commence à s'intéresser à un black, si sa soeur s'intéresse à un black, il se dit peut-être quelque part, bon, c'est terminé. Ou peut-être même sa femme.
Il s'est dit, bon, peut-être c'est terminé. Et les exemples que nous avons, c'est quoi? C'est que ce soit un homme ou que ce soit une femme, que ce soit un homme, que ce soit une femme, il est très difficile de voir un blanc qui a été en couple avec une noire et qui se remet encore en couple avec une blanche. La plupart du temps ici, même quand vous voyez une femme blanche qui a déjà été avec un seul noir, même si elle se sépare de ce noir, elle cherche derrière encore un autre noir. C'est comme ça. La plupart, c'est comme ça. Il y a des exceptions. Mais l'homme noir, il faut bien qu'on comprenne dans quel sens, quand on parle de complexe d'infériorité, non, il faut bien rentrer dans les détails pour essayer de comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas. Le blanc ou l'arabe, en aucun cas, étant face à un noir, va se sentir inférieur à lui. S'il a un complexe, c'est bien un complexe de supériorité. Parce que lui, il croit toujours qu'il est plus beau, il croit qu'il est plus intelligent, il croit qu'il est plus propre, il croit qu'il est ceci, il croit que voilà, il est plus riche parce que les noirs, ça rime avec pauvreté, noir, ça rime avec saleté, noir, ça rime avec médiocrité, inculture, bassesse, sauvagerie, tout ce que tu veux. Mais il y a maintenant dans toute cette description-là, quelque chose peut-être qu'ils peuvent aussi envier en se disant, mais le noir, c'est beaucoup plus viril, c'est plus costaud, c'est plus fort, c'est plus puissant, c'est une grosse machine en bas. C'est des détails, ça s'arrête là. Tu lui dis donc de mettre sa fille en couple, d'envoyer sa fille en mariage avec un noir, pour lui, c'est un échec. Envoyer sa fille se marier à un noir, c'est pas une réussite. C'est des réalités, il ne faut pas se cacher derrière le petit doigt, non. Il ne faut pas se cacher derrière le petit doigt, tout simplement. Donc le complexe ici, c'est qui? C'est nous qui avons des complexes. Et ces femmes maghrébines et autres là, même si elles peuvent aimer, il faut voir la qualité des hommes qu'elles viennent prendre dans notre communauté. Quand vous regardez la maghrébine qui est avec le ballon d'or européen, Ousmane Dembélé, elle est où? C'est marocaine, je crois. Vous connaissez donc combien de joueurs arabes qui ont réussi dans le football et qui ont pris une femme noire? Donnez-moi le nom d'un seul. Vous connaissez combien de joueurs blancs qui ont réussi leur vie et qui sont allés chercher une femme noire? Même si certains comme ça là peuvent sortir avec des femmes noires, ce ne sont pas des femmes avec lesquelles voilà, ils sont mariés officiellement, ils ont des enfants, des choses comme ça, c'est très rare. Il y a l'exceptionnel cas de Thomas Meunier. Vous avez même Karim Benzema. Karim Benzema, quand il était au Real de Madrid, il sortait avec une Martiniquaise qui était une ancienne mannequin et qui était vendeuse dans les boutiques de Real de Madrid, qui sortait avec Karim Benzema. Mais bon, c'est des trucs comme ça en passant. Ndou Ndiaye, il faut faire attention à tes commentaires. Je n'ai pas dit ou accepté que j'étais inférieur. Je suis en train d'expliquer quelque chose depuis le début. Apparemment, tu viens d'arriver, tu n'as pas compris de quoi je parle et tu as déjà commencé à juger. Donc, la réponse à tout ça, la meilleure façon de faire face à tout ça, c'est quoi? C'est de connaître d'abord qui on est, de travailler sur soi-même, d'avoir une bonne connaissance de sa culture, de sa civilisation, de maîtriser son univers, d'avoir confiance en qui on est, de savoir qui on est, savoir d'où on vient. Une fois que tu commences à te regarder dans le miroir et tu te dis, mais je suis très belle. Une fois aussi, parce que c'est à nos célébrités, c'est-à-dire que nos intellectuels noirs, nos footballeurs noirs, nos étoiles noires,
ça peut être des musiciens noirs et autres. C'est aussi à nous de valoriser nos sœurs noires. Si on ne le fait pas, personne d'autre le fera à notre place. Vous voyez, en Coupe du Monde 2022, on a montré les joueurs de la Colombie. Les joueurs colombiens, tous les noirs de l'équipe de Colombie avec des charmantes femmes noires. Mais c'était impressionnant. Tu te dis, mais ces beautés, mais d'où viennent-elles? Elles sont si belles, elles sont... Mais mon Dieu, tu regardes, tu te demandes, mais ils sont allés dénicher ces femmes-là où? Il y a une photo comme ça, une grande photo, ils sont, je ne sais plus, c'est à l'aéroport et tout. Chaque footballeur est avec sa copine et tout. Quand tu prends l'équipe de France maintenant, tous les noirs de l'équipe de France, il y a un contraste pas possible. Tous ont des femmes blanches et arabes. Pas un seul avec une femme noire. Le seul même qui avait une femme noire, c'était Kingsley Coman. Et même la femme noire là, ils se sont séparés. Kingsley Coman. Je parle de cette période-là. Et je pense, il n'était même pas en Coupe du Monde 2022 d'ailleurs, je crois. Oui, il était en Coupe du Monde 2022, je crois. Je crois qu'il a raté un penalty en finale, ou si je me trompe peut-être. Vous comprenez? Le seul, même le seul qui avait une femme noire, après le gars n'était même plus là. Ils se sont séparés. Si on a nos propres musiciens, on a nos célébrités et tous ces gens qui partent chercher ailleurs. Vous avez Paul Pogba, vous avez Mathias Pogba, vous avez Florentin Pogba. Voilà 3 enfants d'une même famille qui sont nés et qui ont grandi, élevés par des mères noires, élevés par des sœurs noires et tout, qui tous les 3, tous ont fini avec des femmes blanches. Tu te poses la question, mais c'est un cas clinique. En fait, il faut aller étudier ça dans un laboratoire pour comprendre quel est ce complexe de ces gars à se dire que quand une fois qu'on a réussi sa vie, il faut absolument aller trouver une femme arabe ou une femme blanche. Il y a un problème quelque part. Même la science ne peut pas expliquer ça de façon aisée, de façon rationnelle. Il y a un problème. Il y a un sérieux problème dans notre communauté. Alors c'est aux hommes aussi de donner le coup d'envoi. C'est aux hommes de valoriser leurs sœurs. C'est aux hommes de montrer qu'elles sont si belles nos sœurs, elles sont si belles nos mamans. Si les hommes africains eux-mêmes ne se mettent pas devant pour faire ça, personne ne va le faire à notre place. Vous regardez le football américain, vous voyez des trucs, des costauds mecs blacks, comme ça là, avec des très belles femmes noires. Tu te dis, waouh. Quand tu regardes dans d'autres communautés, comment ça se passe ailleurs, tu regardes ailleurs, non, il ne faut pas rentrer dans le discours. Quand tu veux des performances, il faut un certain type de femme. C'est un peu comme si nos sœurs n'étaient pas assez bien ou assez belles pour nos frères une fois qu'ils ont réussi, ou qu'elles ne sont pas suffisamment outillées pour les accompagner vers le succès. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est nous tout simplement qui sommes nuls. Je crois que la femme africaine est même peut-être plus attachée aux valeurs civilisationnelles africaines que les hommes africains. La plupart des gens, ceux qui déçoivent, ce sont des hommes africains. C'est les hommes noirs qui déçoivent le plus. Allez regarder le nombre de noirs intellectuels qui se sont mariés avec des blancs, avec des blanches. Le prétexte tout trouvé, oui, mais ils sont arrivés en Europe, ils étaient étudiants, ils étaient jeunes, ils se sont connus sur les bancs de l'université, ils étaient amoureux, ils se sont mariés. Connerie. Et tu crois que les blancs qui sont d'aujourd'hui les dirigeants, ceux qui dirigent la France, les blancs qui dirigent l'Occident en général, qui dirigent l'Amérique et tout ça, ils n'ont pas aussi été à l'école, ils n'ont pas été étudiants à l'époque avec des femmes noires. Pourquoi ils ne se mettent pas en couple avec elles? Pourquoi ils ne se mettent pas en couple avec elles? Ils sortaient pourtant avec ces femmes noires. Mais c'était juste un objet de plaisir, un objet, voilà, une curiosité à assouvir, objet de fantasme, un produit exotique. Ils couchent avec, mais au moment où ils veulent fonder vraiment leur famille, ils cherchent des femmes blanches, ils se mettent en couple avec. Donc il ne faut pas nous sortir
les histoires de non, 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 non. Ah, ils se sont rencontrés sur le banc de l'université. Ah, ils étaient jeunes et tout. Les autres ne font pas ça. Montrez-moi, vous prenez les célébrités et tout. Regardez dans d'autres communautés. Les seuls qui font ça, ce sont des Africains. Il y a un problème des dirigeants, il y a un problème de confiance, il y a un problème, il y a un problème, il y a tellement de problèmes derrière. Ce n'est pas possible d'aller en Afrique, tu vois le seul endroit au monde où tu vas aller, tu vois la première dame, mais la première dame n'est pas à l'image de la majorité des femmes du pays. Il n'y a qu'en Afrique qu'on peut voir ça. Il n'y a qu'en Afrique que tu peux voir ça. Oui, Wilson Black, il faut m'envoyer le rapport. Tu vois, je ne sais pas, au Cameroun, tu vois un Paul Biya qui a une femme qui ne ressemble pas à la majorité des femmes du pays. Tu vois au Gabon, tu avais Sylvia Bongo qui a une femme qui n'a rien à voir avec la majorité des femmes du Gabon. Tu vois un peu partout, voilà. Tu vois des gens qui sont, voilà. C'est ça le problème. Mais vous allez toujours voir, c'est des hommes africains qui font ça. Les femmes africaines, il y a quelques, voilà, comme ça, mais je sais que les femmes africaines, si elles ont la possibilité d'être avec des hommes blacks, voilà, on a souvent vu certaines, voilà, rester dans la communauté malgré tout le succès et tout ce qui va avec. Vous voyez une femme aux États-Unis comme Rihanna, l'une des femmes les plus influentes au monde, Rihanna, il n'y a absolument aucune chance qu'elle se retrouve avec quelqu'un d'une autre communauté. Et elle le dit même de façon très claire. L'idéal de la beauté, pour moi, l'idéal, c'est l'homme noir. Je n'irai nulle part avec quelqu'un d'autre. A contrario, on a vu comment elle s'appelle Serena Williams, dit comment les hommes noirs sont violents. Elle s'est mise en couple avec un blanc et par la suite c'est devenu que ah mais finalement même ce blanc là c'est un con, je me suis trompé, lui aussi il est violent, je croyais que c'était seulement les noirs qui étaient violents et blablabla, des tonnes de problèmes à gauche à droite. Donc les gens ont le droit de dire qu'ils ne veulent pas se métisser. Les Arabes ont le droit de dire qu'ils ne veulent pas se mettre en couple avec les noirs que nous sommes. Si nous nous aimons tellement tels que nous sommes, on n'a pas à aller commander le métissage. On a nos sœurs là qui sont belles et pour moi c'est les plus belles femmes de la planète Terre. Alors enceintez-les, occupez-vous d'elles, prenez soin d'elles, valorisez-les matin, midi et soir. Elles sont à l'image de nos mamans. Ce sont des femmes formidables, vous les aimez et vous commencez à habituer vos enfants dès le bas âge à s'aimer, à bien prendre soin de leurs propres cheveux, à aimer leur peau, à se regarder dans le miroir et se dire oui, je suis belle, à aimer, voilà, leur culture, les imprégner de tout ça dès le bas âge. Et quand tu grandis avec ça, ça devient une arme. Je prends un exemple, si j'aimais déjà la femme africaine sur une échelle de 1 à 10, si j'aimais même seulement à 5 ou à 6%, à 5 ou à 6 sur 10, mais une fois que j'ai encore pris le temps de travailler, d'étudier profondément, je passais des nuits blanches à lire, à écrire, à lire, à écouter des vidéos, à ceci, à ce, pendant des années, sur l'histoire de l'Afrique, la culture, plein de choses, des religions, le kémétisme, sur les humanités classiques africaines, et des conférences, et des ceci. J'ai travaillé pendant un certain nombre d'années. Mais plus tu rentres au fond, plus tu découvres ton propre univers, avec des gens qui te ressemblent, tes ancêtres, tu peux te faire des projections, tu peux imaginer des choses, tu pars vraiment dans le ventre de ton peuple, puiser en fait les éléments qui vont te donner la force pour pouvoir résister à l'envahisseur. C'est comme une sorte de traitement, c'est comme une sorte de blindage où tu vas puiser au sein de ta culture les éléments qui vont te permettre de résister. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas t'aimer, tu ne sais pas ce que tu vaux, tu ne connais pas ton histoire, tu ne connais pas rien de tout ça,
Quand tu vas te trouver en tant que noir, musulman converti, ou je sais plus quoi, les noirs arabes et tout ça, quand tu te retrouves face à un arabe, il y a indirectement, il y a dans ton subconscient une information qui te vient, c'est le représentant du prophète, puisque le prophète était arabe, donc voilà son représentant. Tu te sens déjà diminué devant lui. Donc, quand tu es dans ta propre culture, tu sais qui tu es, tu vas fouiller au plus profond de toi, tu vas puiser dans cette source-là, dans la source ancestrale africaine. Ça te renforce. Quand tu regardes même encore une femme noire devant toi, mais tu te dis, mais mon Dieu. Donc, tu l'aimes encore plus, tu l'apprécies encore plus. Quand tu vois tes frères, le regard, ça change. Des fois, il y a des critiques contre notre communauté. Tu prends ce qui... Mais en même temps, tu as des éléments qui te permettent d'expliquer un certain nombre de choses. Tu crois en ta communauté, tu crois au destin de cette communauté, tu crois que les choses vont s'améliorer. Tu crois en une Afrique unie où les choses voilà, seront meilleures peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Tu as une autre vision parce que tu sais qui tu es. Tu es allé découvrir, tu es allé chercher. Et c'est ça finalement qui te donne cette assurance-là. C'est ça qui est donc finalement ton blindage qui va te permettre de résister aux complexes, résister aux affres, aux agressions extérieures. Mais il faut d'abord que tu saches qui tu es. Si tu ne connais pas qui tu es, la suite ne sert à rien. Si tu n'as pas appris à te faire confiance, à t'aimer, à regarder les autres femmes, blanches, arabes, asiatiques et autres, en tant que toi, femme noire, et tu te dis, je sais que je suis la plus belle. Tu sais que tu es plus belle. Mais si à travers tes films, les telenovelas, l'éducation de tes parents, l'environnement et tout ça, on t'a bourré le crâne de plein de complexes au point où, en tant que femme noire, tu te regardes dans le miroir, tu dis, ah non, j'aime pas mon nez. Ah non, j'aime pas mon front. Ah, j'aime pas ma peau. Oh, je ne suis pas suffisamment ceci. Il y a même des femmes aujourd'hui qui mettent des fonds de teint. Il y a un certain fond de teint pour se maquiller. C'est-à-dire que quand tu te maquilles et puis tu traces, je ne sais pas comment elles font ça. C'est des maquillages qui te donnent le nez complètement fin. C'est-à-dire tu vois une fille qui a le nez épaté, mais qui, une fois qu'elle a fait son maquillage et tout, son make-up et tout le reste, a le nez complètement fin. Parce qu'il y a des complexes derrière. On essaye de gommer ce qu'on est. On essaye de gommer qui nous sommes pour essayer d'exister dans une identité d'emprunt. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu dois t'aimer, tu dois te faire confiance, tu dois apprécier qui tu es. Et si tu n'as pas déjà commencé par faire ce travail-là sur toi-même pendant des années, tu ne pourras pas résister à ce qui vient en face. Forcément, quand tu verras une blanche pour toi, ça sera voilà, la plus belle de l'histoire. Quand tu vas voir une femme arabe, quand tu vas voir voilà, des gens qui, les gens voilà, qui appartiennent à une certaine communauté, tu vas toujours les trouver supérieurs et autres. Parce que tu n'as pas appris à te connaître, tu n'as pas appris à t'aimer. Tu n'as pas appris tout ça. Donc, historiquement, j'ai expliqué un certain nombre de choses. À la fin, je viens à la conclusion que c'est un problème d'amour propre, en fait, l'amour de soi. Si tu sais ce que tu vaux, ben, tu n'as pas besoin d'aller te demander le métissage. Et qu'est-ce qu'on fait de ces enfants une fois qu'ils sont métis, ils sont métis? La preuve, un enfant, montrez-moi un arabe que vous connaissez ou une femme arabe qui a fait les enfants avec un noir, donc un métis arabe noir, et qui fait par exemple des vidéos sur les réseaux sociaux, qui est très à l'aise à montrer ses enfants et qui se balade dans des parcs, qui fait des vidéos sur la place publique, qui montre ses enfants. Montrez-moi une seule femme arabe que vous avez vue qui fait ça. Elle est fière d'avoir fait des enfants. Il y en a très très peu. Il y en a sûrement, mais il y en a très très peu. Contrairement aux femmes noires, aux hommes noirs qu'on voit sur les réseaux sociaux se vanter d'avoir des enfants métis, issus de ce métissage-là, noir arabe ou bien noir blanc et autres. Quand tu vois comment ils ont fait eux-mêmes des enfants métis, autre diffusion, les enfants tismés là, je ne sais pas si c'est parce que j'ai dit quoi, TikTok souvent, Facebook, bon, essayez d'envoyer les likes et les cœurs. Donc quand vous voyez ce qu'ils en font,
Vous comprenez qu'il y a un complexe en fait au fond. Et c'est ce complexe-là qu'il faut travailler. Il faut travailler sans cesse. Et vous parlez d'un ami ici, un ami que j'ai connu depuis à l'époque au Maroc ici. Il a 2 enfants. Personne ne sait qu'il a un deuxième enfant. Mais il présente sa fille métisse matin, midi et soir. Il fait des vidéos avec des TikTok, des Facebook, partout. Il est partout sur les réseaux sociaux avec sa fille métisse. Mais entre-temps, il a un enfant noir qu'il a fait avec une Camerounaise, mais qu'il cache. Ou voyez un autre malade qui s'appelle Amer Kamer. Non, du Kamer. Du Kamer, où ses 3 enfants métis. Il fait ses photos de famille. Il ne met pas c'est son enfant noir. Il a pourtant un beau petit garçon noir. Non, il ne le met pas sur la photo de famille. J'ai un autre pote aussi, pareil, il a fait 3 enfants avec 3 femmes blanches différentes. Et quand ça finit avec une blanche, il prend encore une autre blanche. Ça finit encore, il fait l'enfant, il part encore prendre une autre blanche. Il fait encore, ça fait déjà 3 femmes blanches, 3 enfants métis. Et tous les jours, il est sur les réseaux sociaux, il se vante avec ses enfants. Pourtant, il a un enfant noir. Et cet enfant noir-là n'apparaît jamais sur la photo de famille. C'est pour ça qu'il faut comprendre ce problème de complexe-là dès le bas. Si tu n'as pas compris ça dès le départ, le reste là, ça ne sert à rien. Les complexés dans l'histoire, c'est nous. C'est nous qui faisons de nos enfants des enfants modèles, des enfants exceptionnels, extraordinaires, parce qu'ils sont métis. Donc c'est encore vous qui pleurez sur la toile que les Arabes refusent de se mélanger à vous. Si vous aviez confiance en vous, en qui vous êtes, vous n'auriez pas eu besoin d'aller vous métisser, d'aller vous mélanger avec les autres. Vous n'aurez pas eu besoin de ça. Pas du tout. Donc dans l'histoire encore, ceux qui pleurent, c'est encore nous. C'est nous qui courons chez eux. C'est nous qui transitons par leur pays pour aller, n'est-ce pas, en Europe. C'est nous les Noirs africains musulmans qui sont majoritairement dans leur religion, c'est-à-dire la religion de leurs ancêtres. C'est nous qui nous efforçons à parler leur langue. C'est nous qui avons, n'est-ce pas, nos enfants inscrits dès le bas âge dans leurs écoles coraniques. Financés ici par les pétrodollars du Qatar, de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis et tout, qui financent sur place en Afrique, chez nous, vous voyez, ils financent quoi? Au lieu de construire des salles de classe normales, au lieu de, je sais pas, financer l'agriculture, l'élevage, la pêche, financer d'autres choses en Afrique. Non, le seul truc qu'ils trouvent à nous donner, ce sont des mosquées. Parce qu'ils savent que, à travers la religion, c'est un outil en fait de domination de peuple. Le seul taré dans l'histoire qui n'a rien compris, c'est l'Africain et qui adhère à toutes les bêtises de la terre. Du moment où ça vient de l'Occident ou de l'Arabie, forcément c'est bon, on adhère. Et on va même faire la guerre à ces frères qui ont refusé d'adhérer. On fait la guerre à ceux qui ont refusé, voilà, de manger, je ne sais pas, de tremper dans ces choses, ou alors ceux qui résistent, si vous voulez. Donc c'est un ensemble de choses. Les complexés finalement dans l'histoire, c'est nous. Muammar Kadhafi à son époque avait construit la mosquée la plus grande d'Afrique de l'Ouest et la plus chère. 14 milliards de francs CFA qu'il avait investi pour la construction de la grande mosquée de Niamey. Tu prends 14 milliards dans un pays si pauvre pour aller construire la plus grande mosquée. À quoi ça sert? L'une des plus grandes mosquées aujourd'hui d'Afrique de l'Ouest est au Sénégal, les Mourides. Ils ont cotisé des milliards et des milliards pour construire l'une des plus grandes mosquées d'Afrique de l'Ouest. Au Sénégal. C'est nous qui courons vers eux. C'est nous qui envoyons nos enfants étudier chez eux. En quoi, dites-moi, honnêtement, l'arabe peut être jaloux? Qu'est-ce que lui, il en va envier chez nous? Les écoles, c'est nous qui courons chez eux. En France, ici, on voit dans les cités, ce sont tous les hommes blancs maintenant qui courent derrière les femmes arabes. Ils ont pourtant leurs sœurs qui sont là, qui sont célibataires,
Ils vont trouver tous les prétextes pour te dire, ouais, les femmes africaines sont bizarres, ouais, les femmes noires elles sont violentes, agressives, les femmes noires sont aussi les femmes. En fait, ils vont trouver tous les défauts quand il s'agit de leur sœur. Ils vont trouver tous les défauts. Pourtant, quand il s'agit des femmes d'ailleurs, bah, tout de suite, on trouve des qualités, elles sont exceptionnelles, elles sont ceci, elles sont cela. Donc, c'est nous qui allons squatter les autres. Les autres n'ont pas besoin de nous. Donc, quand vous voyez un pays du Maghreb en Coupe du Monde, les gars te disent que ils sont contents de représenter les Arabes. Tu es choqué parce que mais, ils viennent d'Afrique. C'est un pays africain. Tu te dis que non, bah non, je ne me reconnais pas comme étant un Africain. Ça veut dire qu'il a conscience de ne pas appartenir au même univers civilisationnel que nous, les Africains. Je vous parlais la dernière fois quand j'ai fait une excursion pédagogique ici au musée Quai Branly Jacques Chirac. Quand tu arrives là-bas, mais c'est très clair. Tu as la carte comme ça de l'Afrique devant toi. L'Égypte ne fait pas partie de l'Afrique sur cette carte. Ils ont retiré l'Égypte, ils ont mis en Orient, comme vous dites que l'Égypte n'est pas un pays africain. Que les Africains arrêtent de s'inventer les histoires de leurs ancêtres ont été des pharaons étaient des Arabes, les pharaons étaient des Blancs. Bref, les pharaons étaient tout sauf des Noirs. Voilà comment ça, voilà comment il faut voir les choses. Donc quand ils disent qu'ils ne sont pas africains, ils ont conscience. Ils savent qu'ils ne sont pas africains. C'est nous qui allons entrer dans leurs choses. Bonsoir le niobéiste. C'est nous qui allons les accompagner dans leurs choses. Quand on tire sur quelqu'un en Palestine, en France, on commence à crier en Angleterre partout, Free Palestine, Free Palestine. Vous voyez les mêmes noirs qui sont nombreux dans les rues, main dans la main avec les Arabes. Parce que on a killé quelqu'un en Palestine. Il y a un attentat en France où je ne sais quoi, vous voyez tous les noirs sont dans les rues, ils sont partout à gauche, à droite pour défendre leur maître arabe. C'est ça. Mais maintenant, il y a génocide au Soudan. Les Soudanais se sont organisés à Londres l'autre jour, à Paris, ici, pour manifester. Il n'y avait aucun Arabe. Mais quand c'est les Arabes ici qui s'organisent pour dire oh, soutien à l'Algérie, soutien au Maroc, ou bien soutien, je ne sais plus, au Qatar, à la Palestine, qui a été, voilà, visée, n'est-ce pas, par Israël et autres, vous voyez, tout le monde se rallie. Et celui qui court, qui est devant, il court pour aller se mettre dans les affaires des Arabes. C'est le nègre, c'est le noir arabe. Et le noir arabe se retrouve dans une situation où, voilà, c'est toujours nous qui courons derrière les autres. Mais au moment où nous parlons, là, il y a génocide au Soudan. Il y a eu des manifs ici organisés. À Londres, les gens se sont retrouvés seuls entre eux dans les rues avec les Noirs. Il y avait quelques Blancs, il n'y avait pas d'Arabes. Pourquoi les mêmes Arabes là ne se sont pas sentis concernés en allant manifester hein, avec des Soudanais qui pleuraient encore leur mort et autres? Non, ça ne les intéresse pas puisque c'est des Blacks qui meurent. Ça, c'est pas leur problème. Ils n'en ont rien à foutre. On est d'accord? Mais quand il s'agit de l'affaire de la Palestine, c'est leur peuple. Ils se battent comme ils peuvent. Parce qu'ils se respectent. Ils se prennent au sérieux. Ils savent qui ils sont. Ils savent se respecter. On est d'accord? C'est ça. Bon, les amis, je crois avoir dit l'essentiel. Je suis un peu fatigué. Je dois dormir. Je suis debout depuis 4h30. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. C'était Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes, qui avance malgré les vents contraires, en espérant que ça vous a plu. Vie, force, santé à vous, plus des bénédictions ancestrales. Voilà, c'était votre frère Mumbeso Mbungbon, grand notable de Dieu que je suis, porteur propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Merci à vous, très bonne soirée à tous et à toutes. Bon, mes amis, du côté de Facebook, très bonne soirée à vous, très bonne fin de week-end.